Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 mai. Les bus de Lane ne marqueront plus l'arrêt à la gare de Bruxelles-Nord. Les chauffeurs disent craindre les maladies signalées parmi un groupe de migrants qui séjournent aux abords de la gare. Nous ferons le point sur la situation tout de suite avec César Ernotte. L'allongement du tronc commun jusqu'à la 3e année du secondaire validé. Le Parlement a finalement dit oui au pacte d'excellence. Les détails dans notre analyse avec Marine Spanu en plateau. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture de la 72e édition du Festival de Cannes, les préparatifs vont bon train sur la Croisette. Nous y rejoindrons Charlotte Vitry en fin de journal. Je vous le disais en titre, les chauffeurs de Lane ne veulent plus passer par la gare du Nord à Bruxelles. César Ernotte, bonsoir, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la situation actuelle ? Oui, bonsoir Xavier, je suis actuellement à la gare du Nord. Alors vous l'avez dit, les syndicats ont annoncé que les chauffeurs de bus de Lane ne s'arrêteront plus ici pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Alors ils disent craindre des épidémies de gale, de tuberculose ou de paludisme, qu'a rapporté le journal flamand Het Laatste Nieuws la semaine dernière. Mais ce n'est pas la première fois que les chauffeurs de Lane montent au créneau. Non, cela fait plusieurs mois que les conducteurs se plaignent des conditions dites dangereuses et insalubres à la gare du Nord, ce qui a même poussé le ministre flamand de la mobilité Ben Waits à vouloir supprimer l'arrêt de Lane à la gare du Nord. Mais alors, à qui revient la responsabilité ? Eh bien Xavier, la responsabilité des problèmes contractés à la gare du Nord incombe au fédéral, selon le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Verwoerd. Alors il dénonce un désinvestissement du fédéral en ce qui concerne les forces de police ici, et même son de cloche chez Bernard Clairfailly, le bourgmestre de la commune de Schaerbeek. Il explique qu'il n'y aura de solution que si le fédéral accepte de créer le centre d'accueil et d'orientation pour les réfugiés, au sein duquel des soins pourraient être prodigués. Est-ce qu'on peut dire que cette crainte est légitime ? Alors selon le directeur de Médecins du Monde Belgique, Pierre Verberen, nous sommes loin d'une épidémie. Il y aurait 1 ou 2 cas, donc la situation n'est pas alarmante. Mais quelle est la probabilité pour que les chauffeurs de Lane contractent la maladie ? Eh bien elle est minime, mais pas à exclure, donc ce qui explique probablement la réaction des syndicats. Mais en conclusion, la région bruxelloise, la commune de Schaerbeek et les syndicats demandent au fédéral la création de ce centre d'accueil et d'orientation, chose à laquelle il s'est toujours opposé jusqu'à présent. Merci César pour ces éclaircissements. Toujours à Bruxelles, c'est une grève spontanée des conducteurs de la STIB qui a perturbé le trafic des trams ce matin dans la capitale. Les chauffeurs dénoncent une insécurité permanente au sein de la station Le Monnier, quelques jours après une agression à l'arme blanche. Reportage de Xavier Verheyden et Alexandra Lopez. Ce panneau d'affichage informait en temps réel les navetteurs de la situation du réseau STIB. À la station Le Monnier, les lignes 51 et 82 n'étaient pas desservies, de quoi prendre de court les voyageurs. J'étais surprise parce que je devais prendre la place pour aller à Gare de l'Ouest. Un problème avec le métro du 51, parce que pour toujours 14 minutes, 20 minutes, pour toujours tarde. La cause de cette grève sauvage, une agression au couteau vendredi dernier. Du côté de la STIB, on ne comprend pas cette grève qui ne concerne en rien les conducteurs de tram. Il y a effectivement eu une agression à la station Le Monnier la semaine passée, une agression qui n'a pas concerné le personnel de la STIB. Donc pour avoir plus d'informations sur la dangerosité ou non de la station Le Monnier, là c'est du côté de la police que vous devez vous tourner. Les navetteurs que nous avons rencontrés évoquent eux aussi une certaine insécurité dans la station. Oui, on voit à chaque fois des agressions. Il y a du vol, il y a tout ici. Donc vous comprenez, vous êtes pour finalement plus de sécurité à Le Monnier ? Oui, tout à fait. Oui. Oui, elle est dangereuse, oui. Vous avez déjà vu des agressions ici ? Oui, j'en ai vu des agressions, oui. Pas trop. Pas trop ? Pour toi ici tout va bien ? Bah oui. Toi aussi tu trouves ? Oui. Bah oui. C'est maintenant seulement à 11h ici, passé et demi, que les trams commencent à rerouler à la station Le Monnier. On peut en compter un toutes les 10 minutes et ils sont en plus déviés, ils ne vont pas jusqu'au terminus. C'est seulement vers midi que toutes les lignes de tram circulaient à nouveau dans la capitale, de quoi permettre aux usagers de rentrer chez eux en toute tranquillité. À l'occasion de la Journée de la femme, la ville de Bruxelles a sollicité ses citoyens pour donner aux infrastructures de la ville des noms féminins. Plus de femmes dans l'espace public, c'est le combat que mènent Pauline Grégoire et son collectif depuis 2017. Charlotte Vitry et Violette de Bruyère sont allées à sa rencontre.
Dans les rues de Bruxelles, il n'y en a que pour ces messieurs. 85% des rues portent un nom masculin. Pour féminiser l'espace public, la ville invite donc les citoyens à envoyer leurs suggestions sur Internet. Alors la priorité pour l'instant est de renommer et de ne pas renommer les rues déjà existantes parce que c'est très difficile d'un point de vue administratif. Mais par contre, donner des nouveaux noms de rues à des nouvelles voiries, dans nos prochains projets urbanistiques, on va avoir cette opportunité-là. Pauline Grégoire et son collectif féministe n'ont pas attendu l'appel de la ville pour se mobiliser. Depuis 2017, elle souhaite que des noms de femmes soient donnés aux rues, mais aussi aux stations de métro. Il n'y a que 4 stations de métro avec des noms de femmes. Et ces 4 stations de métro, il y en a quelques-unes, c'est des saintes, et les autres, c'est des reines et des princesses. Et l'objectif de Non Peut-être, c'est vraiment de mettre des femmes diversifiées en avant, donc pas uniquement des femmes blanches, hétérosexuelles. Nous, c'est important que les femmes soient représentées dans l'histoire et dans la rue, parce qu'on ne les voit pas non plus, et que l'espace public appartient beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Et on se rend compte que les femmes ne font que passer dans l'espace public, alors que les hommes y restent. Parmi leurs propositions pour les rues de la capitale, Jane Goodall ou Joséphine Baker. Mais le combat ne s'arrête pas aux voiries, sculptures, affiches ou fresques. Le groupe de femmes se bat également pour que plus de figures féminines envahissent la ville. Je vous le disais en titre, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé un projet de décret modifiant la formation commune des élèves en Wallonie et à Bruxelles de la première année de maternelle jusqu'à la 3e année du secondaire. Pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Marine Spanu. Bonsoir Marine. Bonsoir Xavier. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer avec ce décret ? Eh bien, dans le but d'améliorer l'enseignement et d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les élèves, le Parlement a voté la modification du tronc commun, passant de la 2e à la 3e année du secondaire. Ce tronc commun, il comprendra 7 domaines d'apprentissage tels que le français, les mathématiques, les arts et la culture, ou encore les langues modernes qui restent encore trop peu maîtrisées par les francophones. Concrètement, ces mesures, elles vont permettre l'enseignement d'une première langue moderne dès la 3e primaire et une seconde langue moderne dès le 2e secondaire. Autre mesure importante pour lutter contre l'échec et le redoublement, chaque élève pourra bénéficier de 2 heures d'accompagnement hebdomadaire afin de pallier à d'éventuelles difficultés. Et alors Marine, à partir de quand ce décret sera mis en application ? Eh bien Xavier, ce ne sera pas pour tout de suite puisque la mise en œuvre de ce nouveau tronc commun, elle devrait débuter dès 2020 dans le maternel avant d'être étendue aux 2 premières années de primaire dès la rentrée 2021. L'extension aux années d'enseignement suivantes sera ensuite appliquée selon une progression annuelle afin d'atteindre la 3e secondaire autour de 2028. À l'issue de ce parcours formatif, les élèves se verront décerner un certificat du tronc commun. Ils pourront alors se diriger soit vers l'enseignement général, soit vers l'enseignement plus qualifiant, qui reste encore à être révisé. Et alors, au sein du Parlement, est-ce que tous les parlementaires ont soutenu ce décret ? Eh bien non, puisque celui-ci fut adopté uniquement par la majorité PS-CDH. Le MR s'est opposé fermement à ce décret. Il pense que cela va au contraire aggraver la situation. Mais il faudra encore attendre quelques années pour savoir ou non si ce décret était une bonne solution. Merci Marine pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Direction maintenant Bruxelles, où ne pas payer votre stationnement risquera bientôt de vous coûter cher. De plus en plus de communes bruxelloises ont décidé d'investir dans la Scancar, un véhicule doté de 6 caméras haute définition, capable de contrôler automatiquement chaque jour près de 20 000 voitures. Cette nouveauté technologique risque sur le long terme de remplacer le métier de steward. Quand la technologie se met au service de la lutte contre la fraude, c'est un reportage de César Ernotte et Romain Justens. La chasse à la fraude est lancée et elle est plus performante que jamais. Ne pas payer son stationnement risquera de vous coûter cher à présent. Voici la Scancar et son chapeau installé sur le toit, chargé de contrôler toutes les voitures garées en zone payante. Il y a le système, donc le Scanbox, où sont groupées des caméras. Il y a par côté 3 groupes de 2 caméras, chaque fois infrarouge digital, qui vont scanner les plaques d'immatriculation des véhicules dont passe la Scancar. On a une position géo, donc par GPS, on sait exactement où se trouve le véhicule qu'on vient de scanner, et il y a date et heure. Donc on a immatriculation, position et temps.
Tout cet équipement est fourni par la société Rowers qui perçoit une part des bénéfices enregistrés sur les amendes. Elles peuvent aller jusqu'à 10 000 € par heure. Et puisqu'un contrôle plus efficace augmente les recettes, les villes comme Liège, Gand et Anvers ont annoncé l'arrivée imminente de la Scancar. Depuis 2 ans à Schaerbeek, elle a permis de lutter contre le phénomène des voitures ventouses. Les gens tournaient leur disque bleu toutes les 2 heures, donc ce qui n'est pas le but de la zone bleue. Et donc pour éviter ça, on a fait des contrôles toutes les 2 heures pour s'assurer que les gens bougeaient bien leur véhicule après 2 heures. Plus d'efficacité de contrôle, c'est ça. Optimaliser le contrôle et le passage de la Scancar, en effet. En scannant 1200 voitures par heure, la Scancar risque de condamner le métier de steward, obligé de contrôler chaque véhicule un par un. Moi, j'avoue que tout ce qui peut supprimer des emplois me plaît pas fortement. D'un autre côté, si on crée d'autres emplois par le biais de la création de ces voitures technologiquement avancées... Ça dépend, dans la mesure où ça ne diminue pas l'emploi, qu'on ne remplace pas la technologie par l'humain au cœur de l'emploi. Non, a priori, ça ne me pose aucun problème. Les Scancars se feront plus nombreuses à Bruxelles puisque les communes d'Ixelles et Molenbeek ont annoncé leur arrivée dès le 1er avril. Direction maintenant Cannes, où se déroulera dans quelques jours la 72e cérémonie du Festival de Cannes. Alors Charlotte Vitry, vous êtes en direct à proximité du Palais du Festival. Est-ce que les préparatifs ont déjà débuté ? Bonsoir Xavier, en effet, plus que 8 jours avant que se réunisse ici le gratin du cinéma international. Les préparatifs ont effectivement commencé puisque les équipes de la ville ont nettoyé les bords de mer où se dérouleront la majorité des interviews et des soirées. Pour ma part, je me trouve à l'intérieur du marché international du film qui fête cette année ses 60 ans. Alors, le marché international du film, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un endroit clé pour les producteurs et les réalisateurs qui s'y rencontrent pour parler business et négocier, entre autres, les droits d'auteur. Du côté des marches du Palais des Festivals, est-ce que c'est déjà l'agitation à quelques jours de la cérémonie d'ouverture ? Alors non, c'est plus calme de ce côté puisque le tapis rouge n'a pas encore été déroulé. Les films en compétition ont néanmoins été déjà présentés il y a 1 mois par le président du jury, qui est cette année le réalisateur mexicain Alejandro Iñárritu. Néanmoins, la semaine dernière, c'est Quentin Tarantino qui a créé la surprise en venant s'ajouter à la sélection officielle, aux côtés, entre autres, des frères Dardenne et d'Abdelatif Kechiche. Le réalisateur de Pulp Fiction présentera son prochain film, Il était une fois à Hollywood, qui met en scène 2 stars incontournables du cinéma américain, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Les 2 acteurs sont attendus pour fouler les marches du Palais des Festivals, ce qui garantira donc un beau spectacle au public. Un beau spectacle, oui, que nous avons bien sûr hâte de suivre. Merci Charlotte. Pour clôturer ce journal, je vous propose le portrait d'une femme passionnée, celui de Suzanne Beauface, une artiste peintre bruxelloise qui a fait de sa passion un art de vivre. Cette passion lui a permis de traverser des moments difficiles et de donner du sens à son existence. Un portrait de Marine Spanu, Olivier Dierre et Inès de Gives. Peindre, sculpter, créer, voici ce qui rythme les journées de Suzanne Beauface. Cette artiste bruxelloise vit au travers de sa passion dévorante pour l'art. J'ai pas les mots faciles, donc je pourrais dire, si j'avais les mots, j'écrirais peut-être. Mais je les ai pas, alors je peins, ou je sculpte, ou je fais de l'art. Pendant plus de 30 ans, partager, transmettre et enseigner aux autres fut une évidence pour Suzanne. J'adore ça, mais pas classique. C'est-à-dire que quand mon atelier, c'était un atelier libre, c'est que j'allais travailler en courant, et tellement j'aimais ça, quoi. Et je pense que j'ai fait passer pas mal de messages à ces enfants, parce que je garde contact avec plusieurs d'entre eux qui viennent me voir encore, qui m'appellent. Même dans les moments les plus difficiles, l'art fut une force lui permettant de faire face aux obstacles. Donc j'ai fait à l'âge de 38 ans un AVC, donc quelque chose de très grave, où je ne savais plus écrire, je ne savais plus parler convenablement, j'avais des difficultés pour marcher, donc j'ai dû tout réapprendre. Donc j'ai fait une exposition qui a été pour moi très très importante et qui m'a permis justement de tourner la page. Elle a eu un succès fou, cette exposition, j'ai vu des gens pleurer, sans que je n'explique, parce que je n'ai jamais expliqué aux personnes qui étaient là l'histoire. Je ne voulais pas qu'on sache. J'ai recommencé ma vie artistique à partir de ce moment-là,
Et quelques années plus tard, j'ai fait une exposition qui s'appelle Lettres d'amour. Voilà. Mon mari et moi, on a été amoureux très jeunes. Et donc, nous nous sommes écrits des lettres et des lettres et des lettres. Chacun, on avait à peu près 350 lettres. Et on les a toutes gardées. Après, j'ai fait des œuvres à partir des lettres d'amour, des tableaux dans lesquels il y a des coupures de lettres. J'ai fait des objets et j'ai travaillé pendant une bonne grosse année là-dessus, quoi. Ça me rend tellement heureuse que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau et que sans ça, je pense pas que je serais qui je suis. Je souhaite à tout le monde d'avoir une passion pareille. Ou une autre, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses, mais d'avoir une passion parce que ça fait vivre et bien vivre. Et c'est là-dessus que se termine cette édition. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt.